Bon, Sébastien Paris, peut-on tout d'abord revenir sur l'historique d'ONIS? À quelle date la société a-t-elle été créée et quels ont été les temps forts de son évolution depuis sa création? Alors la société a été créée il y a un petit moment maintenant, fin 2015. Bon, on est une entreprise sophipolitaine déjà, on s'est fondé à Sophia Antipolis, on est passé au début de notre création par l'incubateur PACAEST. On a à cette occasion monté des projets innovants avec différentes entités. Derrière, on a fait notre levée de fonds simultanément au fait que nous avons rejoint le village Baïséa comme accélérateur. Donc notre première levée de fonds s'est déroulée en 2018 et nous avons sorti notre logiciel fin 2019. Pour rappel, notre activité, c'est d'éditer un logiciel de simulation des flux piétons qui permet de reproduire en virtuel dans un jumeau numérique toute infrastructure publique ou tout environnement urbain et d'y simuler les comportements des gens pour améliorer tout ce qui est procédure de sûreté-sécurité, de mobilité, c'est applicable notamment dans les pôles d'échange, et aussi la qualité de service offert aux usagers, notamment d'un point de vue commercial. Actuellement, combien de personnes travaillent au sein de votre société? On est une dizaine de personnes, c'était très tech, donc on a plusieurs docteurs en informatique, des ingénieurs, et on a aussi une partie qui est gérée par des urbanistes qui vont appliquer nos solutions pour nos clients directement, donc mettre en œuvre les solutions technologiques pour effectuer des études de flux. Donc cette fois-ci, c'est du service que nous proposons qui va permettre à un client lambda de bénéficier de ces technologies pour prendre des décisions éclairées sur les aménagements d'une infrastructure. Ça peut être pour le réaménagement d'un lieu. Typiquement, vous avez une gare aujourd'hui qui existe et vous voulez faire face à un événement exceptionnel qui va augmenter de beaucoup l'afflux. Vous pouvez utiliser notre logiciel pour redispatcher les services dans la gare, histoire de mieux gérer les flux. Ou ça peut être utilisé aussi, bien entendu, pour construire un nouveau bâtiment. Donc si demain vous commandez une école pour votre ville, ça vous permet de tester les plans qu'on vous fournit pour être sûr que ça va marcher. Aujourd'hui, la majeure partie de la population vit dans des villes et cette urbanisation soulève de nombreuses questions, notamment en matière de mobilité. De quelle manière les solutions proposées par ONIS peuvent-elles aider à bien concevoir les espaces urbains et les transports? Alors, les questions liées à la mobilité sont de plusieurs natures. Elles sont d'abord liées à l'aisance de circulation dans le lieu, à la façon de s'approprier un lieu. On est bien au courant de ça à Sophia Antipolis, avec les bouchons qui peuvent avoir lieu régulièrement. Donc, comment faire en sorte que les systèmes de transport fonctionnent, que les gens soient peut-être incités vers des transports plus économiques ou écologiques, en offrant des services justement qui sont adaptés à leurs besoins de déplacement au cours d'une journée. Donc là, nos solutions peuvent aider à designer ce système de transport et à le tester pour être sûr qu'il va répondre aux besoins de la population. Et le deuxième axe, ça va être un axe plus sécurité. Il y a deux thématiques de sécurité qui peuvent être étudiées grâce à nos solutions. Une première thématique qui est liée à l'usage standard d'un lieu. Quelque chose de tout bête que je peux vous citer comme exemple, c'est un quai de gare en sortie de match de football qui va être rempli de monde et sur lequel il va falloir faire attention que la densité n'augmente pas trop, tout simplement pour que les gens ne tombent pas sur les rails, ce qui peut être très dangereux. Donc c'est une sécurité en usage standard. Et ensuite, il y a la sécurité en usage gestion de crise, où ici, on va chercher à mettre en place des procédures pour tout ce qui est évacuation d'urgence d'un lieu, qui peut être lié à un incendie ou une attaque de quelqu'un ou à un événement catastrophique aussi. On travaille par exemple sur les tsunamis à Cannes. Si vous allez à Cannes, vous allez voir des panneaux de mise en sécurité pour tout ce qui est alerte tsunami. Alors ça, si vous n'êtes pas au courant, vous ne les voyez pas. Et justement, c'est ça le problème. C'est qu'il y a plein de gens qui ne sont pas au courant et qui ne les voient pas. Et donc le jour où on en a besoin, on ne se rend pas compte qu'ils sont là. La grande inconnue, c'est qu'est-ce qui se passera le jour où il y en a un vraiment et où les gens vont devoir se mettre à chercher pour la première fois ce type d'informations-là alors qu'ils ne l'ont jamais vu. Donc ce n'est pas dans leur inconscient. Et grâce à nos solutions, on peut tester justement ce qui se passerait dans ces cas-là et positionner ces panneaux à des endroits clés et peut-être avoir des relais dynamiques de ces panneaux. À Cannes, il y a des panneaux JC2Co dynamiques partout. Ces panneaux JC2Co dynamiques pourraient servir à orienter les gens en cas d'alerte tsunami, justement. Alors, quelle technologie utilisez-vous pour simuler les comportements des usagers dans les espaces urbains? C'est un mix entre le BIM et l'intelligence artificielle? C'est exactement ça. Donc on est le seul logiciel au monde à être 100% conçu autour du BIM. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous créez une maquette d'environnement avec un logiciel comme Revit ou Archicad, donc les logiciels de design BIM. Vous allez pouvoir utiliser cette maquette directement dans notre logiciel, le logiciel s'occupant de récupérer toutes les infos qu'il faut dans la maquette tout seul. Donc,
Vous n'avez aucune opération utilisateur à faire. C'est un point qui peut paraître anecdotique mais qui est très important puisque ça permet de tester en fait toutes les évolutions d'un projet. Puisqu'un projet, il est conçu d'une certaine façon au départ, et puis au cours de la vie du projet, on se rend compte qu'il y a des choses à adapter, on se rend compte qu'il y a des phases travaux qui vont impacter l'espace public, etc. Donc il faut faire des tests régulièrement. Donc ça, c'est pour la partie BIM. Et la partie intelligence artificielle, on a une approche, nous, qui est aussi assez unique, qui se fonde sur les sciences cognitives. C'est-à-dire qu'on a reproduit, avec des algorithmes, le comportement humain. Et les personnes que l'on va simuler vont avoir un certain nombre de processus internes qui correspondent au comportement humain réel. C'est-à-dire qu'elles vont être capables de percevoir leur environnement, de digérer cette perception, de la mémoriser et de prendre des décisions éclairées en se fondant sur cette perception et sur les interactions qu'elles ont alentour. Vous proposez principalement deux solutions, Onis One et Onis Qualia. Quelles sont leurs caractéristiques respectives et à qui s'adressent-elles en priorité? Alors Onis One, c'est un simulateur de comportement piéton. C'est un logiciel que vous installez sur un PC standard et qui s'adresse essentiellement aux opérateurs d'infrastructures accueillant du public, donc qui vont vouloir améliorer tout leur processus. Typiquement, on a comme client l'OM, la SNCF là-dessus. On peut parler de collectivités aussi qui peuvent utiliser ça pour gérer des événements spécifiques comme un marché de Noël ou un 14 juillet pour gérer les foules. Donc ça va être un outil qui est utilisé en planification, c'est-à-dire en amont d'un événement, pour mettre en place toutes les procédures nécessaires à la gestion de cet événement. Et ensuite, Onis Qualia, c'est un outil de gestion opérationnelle qui, lui, vous donne une vue temps réel de ce qu'il se passe dans votre environnement. Pour simplifier la chose, vous avez un jumeau numérique 3D et vous avez des cartes de chaleur et des filaires piétons, donc des tracés de parcours qui vous indique où sont les gens, ce qu'ils font en matière de déplacement. La grande caractéristique de Qualia, et ce qui nous a permis de le lancer sur le marché français, c'est qu'on n'utilise aucune donnée personnelle, on n'a aucune identification personnelle des gens dans ce système. On n'a que des informations statistiques, mais qui sont extrêmement précises. Alors c'est un tour de force, puisque c'est très compliqué de faire ça. Le fait de ne pas utiliser de données personnelles, c'est quelque chose qui rajoute une complexité énorme dans les systèmes. Et donc on est très fiers d'avoir réussi à sortir cette solution. Vous positionnez l'utilisateur au centre des processus urbains. En quoi vos logiciels d'expertise permettent-ils aux décideurs de concevoir des villes centrées sur l'amélioration de l'expérience utilisateur? Alors, un système urbain, c'est un système qui doit être conçu, normalement, autour de ses usagers. Donc le seul but d'une ville, c'est de répondre aux besoins de la population qui l'habite. Pour pouvoir répondre aux besoins d'une population, il faut les connaître. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez très peu d'outils qui vous permettent de connaître les besoins de la population. Rien que savoir quels vont être vos mouvements de population au cours de la journée, c'est quelque chose qui est très compliqué aujourd'hui d'avoir. Nous, on va fournir cette donnée-là aux décideurs, ce qui va leur permettre déjà de constater ce qui se passe dans leur ville, et derrière on leur fournit des outils de simulation qui leur permettent de faire des hypothèses. Donc typiquement tester qu'est-ce qu'il se passe si je mets une ligne de bus ici, ou si je coupe cette route ici, ou si je rends ce quartier piétonnier, comment la population va réagir et comment elle va évoluer. Et donc le fait de pouvoir tester, ça permet de se tromper à moindre coût. C'est tout ça qui est intéressant, puisque si vous le faites en réel, une fois que vous avez lancé un chantier à 100 millions d'euros, si vous êtes trompé, vous en êtes pour 100 millions d'euros d'argent public. Donc avec notre solution, vous allez pouvoir tester ça, vous tromper plusieurs fois, jusqu'à arriver à une solution qui est acceptable et qui est démontrable. Ça aussi, c'est une partie importante, puisque dans la décision publique, le maire, la collectivité, les services publics ne sont pas seuls. Ils sont là pour servir la population et ils doivent démontrer à la population que leurs décisions sont fondées sur quelque chose qui va améliorer leur qualité de vie. Et grâce à nos outils, ils peuvent illustrer ça avec des métriques très concrètes et leur démontrer qu'ils gagnent en temps de parcours, par exemple, qu'ils gagnent en aisance de circulation, qu'ils vont avoir des services à proximité plus facilement, des choses comme ça. Votre simulateur est particulièrement performant en matière de gestion des flux piétons et des mouvements de foule. Cela permet-il d'anticiper des problèmes de sécurité? Absolument. On s'est d'ailleurs positionné très fortement pour les Jeux Olympiques sur cette thématique-là. On a été évalué d'ailleurs en janvier par le ministère de l'Intérieur là-dessus avec succès. Et on va être capable de déterminer en gros quels vont être les points de dangerosité dans un environnement, soit en situation normale, soit en situation exceptionnelle. Alors en situation normale, un exemple, ça va être quelque chose de tout bête, l'accueil des spectateurs un soir de match. Vous avez une file d'attente qui va se créer à l'entrée d'un stade. Si vos contrôles d'accès ne sont pas suffisamment bien dimensionnés, cette file d'attente peut potentiellement déborder sur la voie publique. Et si elle déborde sur la voie publique, vous allez avoir des soucis de mise en danger de personnes parce qu'elles vont être
présentes sur des endroits qui ne sont pas sécurisés. Et en situation exceptionnelle, ça va être tout ce qui est gestion de crise. Vous avez votre stade, vous devez l'évacuer en urgence ou confiner la population, ou rediriger des flux à l'intérieur parce qu'une partie du stade est dangereuse. Avec notre logiciel, vous allez pouvoir anticiper ces scénarios, les dérouler, former vos équipes de sécurité, leur montrer ce qu'il va se passer dans ces conditions-là ou ce qu'il devrait se passer. Donc typiquement, ça vous permet d'éviter la catastrophe que vous avez eue à la finale de Champions League au Stade de France, mais on peut en citer tout un tas d'autres qui ont eu lieu dans le passé récent. Vous êtes concerné par l'organisation de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui est un format particulier en se déroulant en extérieur. Alors on a failli, malheureusement on ne l'est pas. On a bâti des solutions qui permettraient déjà de tester comment va se passer l'accueil du public, puisqu'il va y avoir beaucoup de monde. Et surtout, on a des hypothèses de nombre de personnes accueillies qui sont peu contrôlables, puisqu'on va avoir un afflux de personnes. Et donc, quand il s'agit d'organiser quelque chose comme ça, il ne s'agit pas de fermer les yeux sur ce qui se passe autour, mais de prendre en compte aussi ce qui se passe autour. Et donc, nos solutions auraient permis, et donc ne permettront pas, puisqu'elles n'ont pas été utilisées pour l'instant pour cette cérémonie-là, auraient permis de tester déjà comment procéder à l'accueil et à la sécurisation du site contraint de la cérémonie d'ouverture et comment procéder à une évacuation d'urgence de ce site contraint. Alors, puisque nous sommes à Sofia Antipolis et que vous l'avez un peu évoqué, est-ce que vous avez une solution pour améliorer les flux, même si c'est plus des flux automobiles que piétons? Alors pas encore, mais c'est en train d'arriver. On a lancé un gros projet qui s'appelle Serenity il y a un an, qui vise à porter nos solutions sur des aspects multimodaux. Ça veut dire qu'en plus d'être capable de simuler et superviser les flux piétons, on sera capable de faire ça pour l'intégralité des modalités de transport, que ce soit des transports publics, des transports individuels, routiers, à pied, en vélo, en trottinette, etc. Et ce qui est important là-dedans, c'est qu'on va être capable de superviser et simuler ça en continuité, de gérer des déplacements de personnes qui prennent leur voiture, la déposent dans un parking, prennent un bus, ensuite marchent à pied. Donc avoir une vue des déplacements de personnes au travers de toutes ces modalités. Et donc pour Sofia, ça pourrait être extrêmement intéressant, puisque à Sofia, on a beaucoup ces multimodalités. Alors on a des gens qui arrivent en véhicule individuel à Sofia, mais on a aussi beaucoup de gens qui prennent le bus, qui prennent les transports en commun, avec des initiatives d'offres, avec des véhicules autonomes qui ont été testés, avec de l'Envibus qui est une espèce de mélange entre le bus et le car sharing, où on peut appeler le bus quand on en a envie, une espèce de bus taxi. Donc il y a beaucoup d'initiatives comme ça en recherche de solutions. Cette solution Serenity permettra de designer ce système-là beaucoup mieux et beaucoup plus aisément. La CASA est impliquée, non? Pas du tout. Aujourd'hui, on a lancé le projet à Marseille. On a des acteurs de Marseille qui sont impliqués. Notre première expérimentation sera avec la RTM, donc c'est le réseau de bus et métro marseillais. Et là, en ce moment, on est en train de discuter avec Cannes à ce sujet. Par contre, il y a des acteurs locaux. Le projet, on ne le lance pas tout seul. Oni, c'est le chef de file, mais on a en partenaire dans le projet 2 startups sophipolitaines qui sont Videtix et Innocess. Un grand groupe français, mais qui a une antenne, pas à Sofia, mais à Nice, qui est Cyrabel. C'est le premier producteur de jumeaux numériques en France. Et il y a aussi l'IMRED, donc l'Université Côte d'Azur, qui est partie prenante, et une autre société qui s'appelle Atrisk. Aujourd'hui, quelles sont vos perspectives de développement à moyen terme? Aujourd'hui, on s'oriente plutôt vers notre intégration au marché Autodesk. Donc on parlait du BIM tout à l'heure. Autodesk, c'est le leader mondial incontestable du BIM, premier fournisseur de logiciels dans ce monde-là. Et donc notre objectif aujourd'hui, c'est de nous intégrer à son écosystème et de proposer en continuité nos solutions avec leurs solutions.